Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actualité ne s'arrête jamais aux US. La question du Groenland faisait la une la semaine dernière. Ces jours-ci, c'est un deuxième tir mortel à Minneapolis. Et ce matin, au moment où on enregistre, la représentante du Minnesota, Ilhan Omar, a été agressée pendant un meeting à Minneapolis. Donc on pourrait continuer à courir après l'actualité, mais vous avez décidé de mettre la lumière sur un autre sujet, et un sujet vraiment important. On en avait déjà d'ailleurs parlé. Un sujet qui reste aussi trop sous les radars alors qu'il est capital. L'enrichissement hallucinant de la famille Trump depuis janvier dernier, c'est-à-dire depuis l'accession de Trump à la Maison-Blanche. Oui, vous m'avez demandé plusieurs fois de traiter ce sujet, Romain, vous et plusieurs auditrices et auditeurs. Et de fait, pendant que Minneapolis est à feu et à sang, eh bien, les affaires continuent. Des enquêtes du New York Times et de Reuters donnent des informations que j'ai recoupées avec les sites de plusieurs ONG. On parle de 1,4 milliard de dollars engrangés par Trump et sa famille, la famille seulement, pas les proches, via, entre autres, la Trump Organization. 1,4 milliard depuis l'accession à la Maison-Blanche. Oui, et en réalité, là, on additionne uniquement ce qui a été rendu public à un moment ou à un autre, donc on peut penser que le total est supérieur encore à 1,4 milliard. Ouais, la somme est incroyable, mais d'abord, trouvons les termes exacts, ou mettons les termes exacts sur cette affaire. On parle de corruption, mais plus précisément, est-ce que c'est pas de la prévarication ou du trafic d'influence ? Il faut se méfier parce que les termes juridiques américains ne correspondent pas à nos catégories juridiques françaises. De toute manière, la prévarication dans le sens français ne s'appliquerait pas puisqu'il s'agit pour un fonctionnaire de réclamer à un citoyen plus d'argent qu'il n'en doit dans les impôts ou au contraire d'accorder des exemptions sur des impôts. Dans la situation de la famille Trump aujourd'hui, il faut plutôt parler en termes généraux américains de conflict of interest, conflit d'intérêts, et plus précisément de trafic d'influence. Ce qu'on appelle en américain, mais c'est pas un terme juridique, du pay to play ou un quid pro quo. On paye et on obtient quelque chose en échange du gouvernement. Oui, quid pro quo n'a pas le même sens en anglais, spécialement aux États-Unis. C'est un quid pro quo, c'est un échange en réalité, alors que nous, c'est une ambiguïté. Exactement. Pour commencer, pour ce trafic d'influence, il faut de l'accès au président Trump. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'Américains ou même d'étrangers adhèrent à son club de Mar-a-Lago. Si ça vous intéresse, Romain, si vous voulez conclure un deal juteux entre TTSO et le président Trump, je vous informe que le ticket d'entrée pour Mar-a-Lago, c'est $1 million et ensuite au moins $20 000 par an de frais généraux. C'est tout à fait dans nos cordes. Mais revenons à nos moutons et à nos milliards. On a parlé de 1,4 milliard engrangés par la famille Trump. On commence par quoi ? Alors, il y a toute une liste de choses qu'on additionne pour arriver à ce total. Tout d'abord, pas moins de 22 projets immobiliers portant le nom de Trump. Alors, ce sont principalement des hôtels, des golfs et des immeubles d'habitation. Beaucoup de ces immeubles sont des tours, des Trump Towers. Et tout ceci a rapporté à la Trump Organization 23 millions dans la dernière année. 23 millions, c'est pas encore grand-chose, vous allez voir la suite. Le problème de ces projets immobiliers, c'est qu'ils sont conclus à l'étranger. Les projets immobiliers en eux-mêmes ne sont pas spécialement problématiques, surtout quand on sait que Trump vient lui-même de cette état-mania de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui pose un problème véritable ? Eh bien, je vous donne un exemple sur la construction d'un golf qui a été lancé cette année au Vietnam, près de Hanoï, pour un montant total de 1,5 milliard. Ça, c'est la construction du golf là-bas. Le gouvernement de Hanoï a ignoré ses propres règles pour accorder le permis de construire très rapidement. Et un mois après, l'administration Trump a accepté de diminuer les tarifs douaniers dont elle avait menacé le Vietnam. Mais est-ce que les présidents, et ici via la Trump Organization, ne peuvent pas faire du business, et notamment du business à l'étranger, pendant qu'ils sont au pouvoir ? Ça, c'est interdit, ça ? Ce qu'il faut dire, c'est que les éléments juridiques en présence dans le droit américain sont assez flous. Il y a une loi fédérale qui limite les conflits d'intérêts. Cependant, le président et le vice-président en sont exemptés. À l'inverse, il reste bel et bien soumis à la clause sur les émoluments, qui est dans l'article 1 de la Constitution, et qui interdit, ou qui en tout cas contrôle, les cadeaux
que le président peut recevoir. Et puis, il y a aussi la loi sur la corruption, FCPA, Foreign Corruption Practices Act, qui cadre vraiment bien les choses. Seulement, elle a été suspendue par Trump en février 2025. Elle a été réinstaurée 6 mois plus tard, on était au mois de juin, mais cette fois-ci, avec un focus sur uniquement les entreprises étrangères. C'est elles qui ne doivent pas être corrompues. Les entreprises américaines sont laissées tranquilles. Ben voilà qui est pratique. Et ça donne quoi concrètement en ce qui concerne les obligations de Trump ? En 2017, Trump avait dit que sa compagnie s'abstiendrait de faire des deals avec des acteurs étrangers, quels qu'ils soient, gouvernement ou entreprises privées. Cette fois-ci, la famille Trump a sorti une charte éthique 10 jours avant l'investiture du président en janvier 2025. Que dit cette charte ? Eh bien, elle dit que la Trump Family s'abstiendra de faire des deals importants avec les gouvernements étrangers. Mais les entreprises privées étrangères, là, il n'y a pas de problème. Ça va donner lieu, on le voit dans les deals immobiliers, à énormément de contournements. Enfin, on a quand même du mal à croire que dans le pays des checks and balances, ou en tout cas ce qu'il en reste, il n'y ait pas une agence gouvernementale ou une agence fédérale qui vérifie la validité éthique des agissements du président et de la sphère publique. Mais oui, il y en a une, c'est le Office of Government Ethics, donc une agence indépendante, comme vous dites, qui veille au respect des questions éthiques dans l'administration fédérale. Eh bien, vous savez quoi ? En février 2025, donc quasiment un an, Trump a viré son directeur et il n'y a toujours pas de directeur aujourd'hui. Donc, les contrôles semblent avoir disparu sous l'ère Trump 2. Donc on reste open for business, comme vous le disiez. La fortune de Trump, c'est l'immobilier, mais c'est aussi les médias. On se souvient de Trump dans The Apprentice, qui ont contribué pour une part significative à la fortune de la famille. Alors là aussi, il y a encore une source d'enrichissement pour la famille Trump ? Oui, il faut parler des rapports du président Trump et de son administration avec les médias, qu'il s'agisse de médias traditionnels ou médias en ligne. Depuis son retour à la Maison-Blanche, donc en janvier 2025, les menaces de procès, les intimidations de toutes sortes contre les médias se sont multipliées et un certain nombre d'entre eux qui étaient attaqués par le président, donc X, ABC News, Meta, YouTube et Paramount, ont préféré conclure des accords à l'amiable avec le président plutôt que d'aller au procès. Je vous donne l'exemple de Paramount. On est en juillet 2025, la société de production est menacée d'un procès. Les avocats de Trump lui réclament 20 milliards de dollars bien sûr. Pour une histoire de documentaire sur Kamala Harris qui aurait dit du mal de Trump de manière illégale, soi-disant. Eh bien, à hauteur de 20 milliards de dollars, bien entendu. Eh bien, Paramount a préféré verser 16 millions de dollars à Donald Trump. J'ajoute que là aussi, il y a un quid pro quo au sens américain du terme, puisque quelques semaines plus tard, la FCC, donc la Federal Communication Commission, a autorisé la fusion de Paramount avec Skydance, une fusion à 8 milliards de dollars. Effectivement, là encore, heureux hasard. Mais tout cet argent, il est versé à Trump lui-même en tant que personne privée ? Dans ces histoires d'accords à l'amiable avec les entreprises de médias, non, l'argent n'a pas été versé à Trump lui-même, ni à l'administration fédérale. Il a été versé à la future bibliothèque Trump, la Trump Library. Vous savez que tous les présidents fondent une bibliothèque après leur départ de la Maison-Blanche pour s'occuper de leurs souvenirs et de leur mémoire. Elle sera mise en place en Floride dès que Trump sera parti, et donc l'argent va là-bas. On peut penser que ça profitera à Trump in fine. Alors, il y avait aussi la fameuse histoire de l'avion du Qatar qui remplacerait Air Force One. On en est où, là ? Cet avion, donc, on le met dans le total, il est quand même évalué à 400 millions de dollars. Vous avez raison, Trump s'en sert déjà aujourd'hui comme d'un Air Force One, mais là où ça peut compter comme de l'enrichissement personnel, c'est qu'il a annoncé déjà que lorsqu'il quitterait la Maison-Blanche, il garderait cet avion. Vous voulez un peu de quid pro quo encore ? J'en meurs d'envie. Lorsqu'il a annoncé qu'il avait reçu ce cadeau, il a ajouté que « We are going to protect this country ». Il parlait évidemment du Qatar. Donc voilà. Il y a aussi une autre affaire de documentaire sur Melania. Mais là, je vais vite parce qu'il y a tellement de choses. Melania, donc, voulait faire acheter un documentaire sur son retour à la Maison-Blanche. Ça n'intéressait pas tellement les plateformes comme Netflix, jusqu'à ce que Jeff Bezos, vous savez, le patron d'Amazon, lui achète ce fameux documentaire bien au-dessus des prix du marché. Il l'a payé 40 millions, dont 28 millions reviennent directement à Melania. Donc, ils sont dans le décompte du 1,4 milliard. En échange, qu'est-ce qu'il a eu ? Eh bien, de l'influence sur la régulation antitrust des entreprises de médias,
mais aussi pour obtenir des contrats fédéraux, civils et militaires pour son entreprise aérospatiale Blue Origin. Vous savez, Bezos n'a pas que Amazon, il a aussi le Washington Post et donc Blue Origin. Mais alors tout ça, comme on dit dans La Vérité si je mens, c'est les pois chiches dans le couscous, parce que le vrai point d'enrichissement ou la source d'enrichissement principale vient de la crypto. D'après Reuters, j'ai lu pratiquement $1 milliard, 867 millions de dollars. Oui, c'est le plus gros morceau. Et cette histoire de crypto-monnaie au profit de la famille Trump, il se joue en deux parties. Il y a d'une part la vente d'un stablecoin et de l'autre part la vente d'un memecoin ou memecoin. Alors, pour nous autres qui sommes un peu les coins de ce podcast, expliquez-nous la différence. Alors, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie, mais qui est adossée à des actifs sérieux, type dollar ou or, j'imagine. En l'occurrence, là, c'est le dollar, pour pouvoir permettre aux utilisateurs de ne pas avoir trop peur d'une chute de cours ou d'un effondrement trop brutal, contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles qui ne sont adossées à rien et dont le cours, donc, est extrêmement volatile. En l'occurrence, la famille Trump a lancé un stablecoin qui s'appelle USD1, USD pour faire penser à US dollar. Le nom de l'entreprise, c'est World Liberty Financial, et ce sont les deux fils de Trump, Eric et Don Jr., qui sont à la manœuvre, accompagnés des deux fils de Stephen Witkoff. Ah, Stephen Witkoff, le missi-dominici de Trump en Ukraine, en Israël, à Gaza et en Iran. Exactement. Ils s'appellent Alex et Zach, et donc ces quatre messieurs, enfin ils sont encore assez jeunes, depuis la fin 2024, ont couru le monde entier pour proposer ces stablecoins qu'ils appellent des governance tokens, des jetons de gouvernance, pour bien montrer qu'il y a un lien avec le gouvernement américain. Ils ont réussi à lever entre 400 et 500 millions de dollars. Reuters annonce ces prix en disant qu'ils n'ont pas forcément pu tout compter puisqu'il y a des deals qui restent très secrets. D'accord, et ça c'est pour donc le stablecoin et pour le memecoin. Alors le memecoin, c'est autre chose, ce sont des jetons spéculatifs, vous savez, un peu comme des œuvres d'art. Les gens les achètent avec des effets de mode qui sont là aussi certainement très volatiles. En l'occurrence, la famille Trump a lancé un memecoin dont le nom s'écrit avec un signe dollar et ensuite Trump tout en majuscule. Un dollar Trump. Dollar Trump, oui. C'était en janvier 2025, juste avant son investiture, et il s'en est vendu pour 350 millions de dollars. Il y a eu notamment un dîner de levée de fonds avec des VIP+++ en avril dernier, où une visite de la Maison-Blanche était proposée aux plus généreux des acheteurs. Oui, parce que ce qu'on vend, disons-le, c'est pas du stablecoin ou du memecoin, c'est de nouveau un accès à Trump immédiat. Absolument, mais comme cet accès n'est pas explicitement proposé, il n'est pas illégal. Mais bon, vous avez raison, c'est évident qu'on achète les faveurs de Trump quand on achète beaucoup de ces memecoins ou de ces stablecoins. Et ces achats sont faits pour des raisons diverses. D'abord, des raisons personnelles. Alors, l'étude de Reuters explique que 70% des acheteurs, que ce soit les stablecoins USD1 ou le memecoin dollar Trump, sont réalisés par des acheteurs étrangers, et notamment un certain nombre de richissimes asiatiques aux prises avec la justice américaine et qui veulent que les poursuites soient abandonnées. On cite notamment Justin Sun, qui est un milliardaire chinois, qui est à la tête de la plateforme crypto Tron. Il est poursuivi par la justice américaine parce que c'est un arnaqueur, un escroc avéré. Il a acheté pour 40 millions de memecoin dollar Trump et les poursuites ont été abandonnées. D'autres raisons, on peut aussi vouloir acheter la crypto-monnaie Trump pour influencer sa politique. Oui, parce que la crypto, c'est quand même un peu le nouveau moyen de passer des valises remplies de billets sans aucun contrôle de la sphère publique. Exactement. Et donc, ça va permettre aux acheteurs d'influencer les politiques fédérales, notamment la régulation fédérale de la crypto-monnaie qui est en train d'être refaite, repensée par Donald Trump, ou encore d'obtenir des deals et notamment des deals internationaux. On sait que les Émirats arabes unis, qui veulent pouvoir acheter des puces électroniques américaines de toute dernière génération, ont acheté énormément de stablecoins récemment. Non, mais la magnitude de ce qu'on décrit est quand même hallucinante. 1,4 milliard, des quid pro quo, des affaires de conflit d'intérêts, en veux-tu, en voilà, des conséquences quasi immédiates au deal fait à la faveur de Trump pour les gens qui ont enrichi la famille Trump. Où est-ce que ça va tout ça, Laurence ? Ce qui me paraît fondamental, Romain, c'est de rappeler que l'éthique de Trump, c'est
l'enrichissement personnel avant tout, comme un horizon ultime de la condition humaine. Alors, ça nous choque beaucoup en Europe parce qu'on est resté très méfiant de l'argent, hein. C'est le sermon sur la montagne, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Mais c'est vrai que en général, aux États-Unis, il y a une éthique protestante qui est beaucoup plus admirative du succès personnel. On peut aller jusqu'à parler de l'évangile de la prospérité, qui n'est pas défendu par tous les protestants américains, mais vraiment par les évangéliques très à droite. Cet évangile de la prospérité, il consiste à penser que l'enrichissement personnel dans cette vie est d'ores et déjà un signe d'élection divine. Alors ça, pour le coup, on l'a pas du tout en Europe. Il aura fallu donc que j'attende plus de 200 podcasts avec vous, Laurence, pour que vous m'expliquiez que Trump est inspiré par les voies divines. Non, parce que ces justifications religieuses que je vous apporte, elles ne valent pas vraiment pour Trump, qui n'a pas de référent religieux lorsqu'il explique... En tout cas, ça m'a échappé s'il en a un. Lorsqu'il explique les choses. Et d'ailleurs, un très grand nombre d'Américains, alors les démocrates évidemment, mais beaucoup de républicains également, sont extrêmement choqués par cet enrichissement personnel pendant qu'il est à la Maison-Blanche. Mais est-ce que tout ça a, dans un futur envisageable, une chance de devenir une affaire judiciaire et d'entraîner des poursuites de la famille Trump ? Oui, est-ce que justice sera faite ? Écoutez, beaucoup l'espèrent aux États-Unis, et évidemment les démocrates, mais peut-être qu'il faut réfléchir un peu plus. Il y a une théorie comme quoi l'une des raisons du retour en politique de Trump en 2021, après son échec de novembre 2020, après le 6 janvier, c'est que le Congrès avait lancé une nouvelle procédure d'impeachment contre lui, et c'est cette procédure d'impeachment qui l'a ramené dans la lumière médiatique et qui lui a permis de se faire réélire in fine en novembre 2024. Donc peut-être qu'après son départ en 2028, il faut laisser partir Trump dans la nuit de l'histoire et préférer œuvrer à une réconciliation nationale, un apaisement politique aux États-Unis. Donc le prix de l'apaisement serait 1,4 milliard pour la famille Trump. Tout ça me semble assez bien payé, en tout cas mieux payé que nous, Laurence. Ce qui ne nous empêchera pas de revenir extrêmement motivés la semaine prochaine pour nous reparler de l'actualité américaine. Je vous remercie et à la semaine prochaine, Laurence. Oui, je signale aux auditeurs que vous ne serez pas là la semaine prochaine, Romain, puisque c'est le retour des épisodes spéciaux sur des auteurs de livres. La semaine prochaine, j'interviewe Christine Ockrent pour son livre « Le Trump de A à Z ». Me voilà avantageusement remplacé. Merci Romain, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.